Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et avec nous à distance Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Depuis plusieurs semaines, une série d'incidents aériens inédits secoue l'espace européen, notamment dans la zone OTAN. Cette nuit encore, au Danemark, un aéroport a été brièvement fermé après une alerte aux drones. Copenhague parle désormais d'une attaque hybride d'origine inconnue. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis un mois, l'espace aérien européen est régulièrement violé, que ce soit par des drones ou des avions non identifiés. Le 10 septembre, la Pologne affirmait avoir abattu plusieurs drones russes. Quelques jours plus tard, la Roumanie signalait à son tour une incursion. Et plus récemment, ce sont donc le Danemark et la Norvège qui ont été visés. Par ailleurs, des avions de combat russes ont pénétré l'espace aérien de l'Estonie pendant 12 minutes le 19 septembre. Et à ces incursions s'ajoute une multiplication de brouillages GPS. Mercredi dernier, c'est l'avion de la ministre espagnole de la Défense qui a perdu une perte de signal en passant près de l'enclave russe de Kaliningrad. Fin août, c'était Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui en avait fait les frais à son arrivée en Bulgarie. Alors, officiellement, Moscou n'est pas directement accusé, mais tous les regards se tournent vers la Russie, tout converge vers Vladimir Poutine. Que cherche-t-il à faire et comment l'Europe doit-elle réagir? On en parle dans cet épisode. Et Alain Frachon, j'aimerais commencer d'abord avec la réponse de l'OTAN. Quelle est sa posture face à ces incursions? Alors, Trump a dit « il faut tirer sur les drones ». Emmanuel Macron a dit le contraire « on ne va pas ouvrir le feu ». Quelle est la doctrine de l'OTAN dans un cas de figure comme celui-ci? Alors, c'est une doctrine qui a été formulée au début de la guerre. Au début de la guerre, les pays de l'OTAN, États-Unis, Canada, mais les pays européens aussi, ont formulé cette position face à la guerre qui est « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie », et c'est toujours ce qu'ils disent, « nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais nous pouvons aider l'Ukraine financièrement et en matériel militaire et en conseiller aussi. Nous allons aider l'Ukraine à résister à l'agression perpétrée par la Russie contre le territoire ukrainien. » Ça, c'est la position. Et donc, tant que vous considérez que nous ne sommes pas en guerre avec l'Ukraine, le type de réponse que vous allez apporter à des agressions de ce type, qui sont des provocations, mais aussi des agressions dans la mesure où il y a violation matérielle, physique de l'espace aérien ou de l'espace terrestre, ou voire même en mer Baltique, par moment, de l'espace protégé des riverains de la mer Baltique. On n'est pas simplement dans de la gesticulation, on a dépassé ce stade. Même si les drones qui ont été tirés au-dessus de l'aéroport, au-dessus des aéroports danois, comme ceux qui ont été tirés, lancés sur le territoire de la Pologne, n'étaient pas des drones armés, selon l'OTAN. C'était juste des drones d'observation. Et ces drones, d'ailleurs, sont pour la plupart, notamment dans le cas du Danemark, repartis dans une direction que l'OTAN connaît sûrement et sur laquelle il n'y a pas de discussion. La première ministre du Danemark, Madame Frederiksen, a dit « cela ne peut être le fait que d'un acteur professionnel et nous sommes en ce moment victimes de provocations incessantes et de menaces de la part de la Russie ». Mais la réponse, elle va s'inscrire dans les paramètres de la posture politico-diplomatique que j'ai dite au début. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et donc, voilà, si vous voulez, les limites et le cadre dans lequel peut s'inscrire la réponse des Européens, qu'il s'agisse des Européens membres de l'OTAN ou des autres, ou bien des États-Unis et du Canada. Voilà la situation politique qui est celle dans laquelle doit s'inscrire la réponse. Alors le Danemark a un petit peu dans ce domaine la même réponse que la Pologne, lorsque la Pologne a été visée aussi par des drones et lorsque l'Estonie a été survolée par 3 chasseurs bombardiers russes, qui est de solliciter la mise en application de l'article 4 de la charte de l'OTAN. L'article 5, on le sait, c'est l'article qui prévoit qu'en cas d'attaque, si vous êtes attaqué, vous pouvez faire appel aux autres membres de l'OTAN, ils viennent à votre secours, militairement parlant. L'article 4 consiste à dire quand il y a un incident ou une pression quelconque sur l'OTAN, on se réunit
et on essaye d'imaginer quelle riposte on peut avoir. Par 2 fois, donc, cet article 4 a été sollicité. Mais moi, je voudrais faire le lien entre ce qui se passe là, c'est-à-dire ce qui sont ces coups d'épingle à répétition, avec aussi l'annonce de manœuvres russes en Biélorussie et l'annonce aussi de la confirmation, plus exactement, d'installation de missiles sur le territoire de la Biélorussie. Parce que, compte tenu de ce qui s'est passé, on ne peut pas ne pas se souvenir que l'invasion de l'Ukraine avait été précédée par des manœuvres en Biélorussie et à la frontière de l'Ukraine. Et que lors de ces manœuvres, la réaction majoritaire en Occident et plus encore en France avait consisté à dire non, attendez, Poutine est un être rationnel, vous n'imaginez pas un instant qu'il va commettre cette folie, non, Poutine est beaucoup plus intelligent que cela, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a précédé et ça a presque fait figure de moment d'entraînement pour les forces russes avant qu'elles ne pénètrent en Ukraine. À la surprise générale d'ailleurs, l'Ukraine a réussi à les repousser. Donc je pense qu'il faut aussi faire le lien avec cela parce que toutes ces gesticulations, ces coups d'épingle, on teste ici la frontière estonienne, là la frontière polonaise, là la frontière un peu plus loin, un peu plus profondément dans l'Union européenne avec le Danemark, et demain peut-être d'autres pays. Il arrive assez souvent que des sous-marins russes s'approchent très près des côtes suédoises, et donc in fine on se dit ça va bien servir à quelque chose, et que dans l'esprit de Poutine, il va peut-être attendre le moment où il pourra déclencher quelque chose. Ce moment peut d'ailleurs concerner très très vite un autre pays européen dont on parle peu, qui est la Moldavie. La Moldavie qui est candidate à l'entrée dans l'Union européenne, et la Moldavie qui connaît des élections législatives ce week-end, qui sont absolument décisives parce que le parti de la présidente est contesté, qui est pro-Europe, évidemment, pro-OTAN, pro-Union européenne, est contesté par des partis qui sont costauds et qui sont importants en Moldavie et qui sont totalement pro-russes, avec une gesticulation russe à l'intérieur de la Moldavie qui est destinée à, évidemment, empêcher que ce vote pro-européen se produise. Donc voilà, il y a de multiples fronts et il faut faire malgré tout le lien les uns avec les autres. Il ne s'agit pas seulement pour Poutine de tester, il faut peut-être aussi penser qu'il prépare. Et il ne chose. faudrait pas pour nous, Européens et pour l'OTAN, faire 2 fois la même erreur en sous-estimant la menace ou en la temporisant et finalement se retrouver pris de court. Donc de quoi on parle? On parle de drones. Est-ce que nous, on est bon en matière de lutte anti-drone? Ursula von der Leyen a dévoilé un projet de mur anti-drone début septembre. Septembre 2025, quand la Russie et l'Ukraine s'affrontent à coups de drone depuis plusieurs mois déjà, causant 70% des pertes dans les 2 armées. Est-ce que nous, on n'arrive pas déjà un petit peu tard? Est-ce qu'on n'a pas un train de retard en matière de lutte anti-drone? Et plus généralement, en matière de défense anti-aérienne, de quoi est-ce qu'on dispose? Est-ce que déjà on a une défense unifiée? Alain Frajon. On n'a pas de défense anti-aérienne unifiée. Les systèmes sont différents d'un pays à l'autre. Il y a des coopérations franco-italienne d'un côté, il y a une coopération entre l'Allemagne et d'autres pays européens, il y a des coopérations avec les États-Unis et le système des patriotes, il y a des coopérations avec Israël aussi qui est très avancée dans le domaine de la lutte anti-missile, non pas anti-drone d'ailleurs. Donc il n'y a pas de système unifié anti-missile, non. Non, là-dessus, dans les pays membres du pilier européen de l'OTAN, 28, 29, 30, il n'y a pas de système unifié. Parce qu'on retombe toujours dans cette difficulté, si vous voulez, qui est la même au sein de l'OTAN qu'au sein de l'Union européenne, c'est la même chose. Chaque pays essaye de préserver au maximum sa propre industrie de la défense, l'emploi dans ces industries de la défense et en plus l'avance technologique dont il peut bénéficier sur ses concurrents. Donc on est dans une situation qui est à cheval entre la coopération et la concurrence, avec toute la difficulté d'en trouver un bon équilibre. Mais pour répondre à votre question, Hélène, il n'y a pas de défense unifiée, que ce soit au sein de l'OTAN ou au sein de l'Union européenne. En revanche, ce qu'a révélé la guerre de l'Ukraine, c'est l'importance des drones. C'est une nouvelle arme essentielle sur un front de guerre. Bon, alors là-dessus, on est comme les autres pays, nous, les Européens, on n'est pas plus brillants. On découvre l'importance des drones. Il s'agit, comme a dit Madame von der Leyen, la présidente de la Commission, qui a concocté un projet pour que l'Union européenne se dote d'un mur anti-drone
Et de ce projet, les Européens discuteront la semaine prochaine, jeudi prochain, très exactement. La vérité, c'est qu'on découvre, nous aussi, et nos industries de la défense également, l'importance des drones. Pourquoi l'importance des drones? Mais reprenez ce qui s'est passé en Pologne il y a 3 semaines, Hélène. Vous nous avez dit, donc il y a une bordée d'une vingtaine de drones qui franchissent le territoire de la Pologne. Alors, ce sont des drones non armés, certes, mais 4 d'entre eux se dirigent vers une base de l'OTAN. Ce n'est pas par hasard, naturellement. C'est pour tester la réponse. À ce moment-là, décollent des avions de l'OTAN, néerlandais, italiens, je crois, et qui vont éliminer ces drones. Ils vont les détruire. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les Danois ne détruisent pas non plus les drones qui survolent pendant toute une partie de la nuit? Ce sont des gros engins. Les aéroports, les 3 aéroports qui, pendant 2 nuits de suite, ont été concernés par ces vols de drones. Eh bien, parce que ces drones-là sont quand même assez grands. Ce sont de très gros oiseaux, de 5 mètres ou 6 mètres, voire 10 mètres de longueur, et puis des ailes déployées très importantes aussi. Et tout ça, c'est de la ferraille. Et si vous tirez dedans au-dessus d'un aéroport où il y a du carburant et d'autres avions, mais surtout beaucoup de réserves de carburant, et puis en plus, dans le cas du Danemark, il y a une densité urbaine très forte également, eh bien, les débris risquent de tuer des gens ou de mettre un incendie, de provoquer un incendie qui va tuer des gens, etc. Et donc, voilà la situation. Alors, pourquoi c'est fondamental, les drones? Parce que nous, en Europe, nous avons une industrie de missiles qui est très développée, qui est tout à fait au point et moderne. Les avions qui ont décollé pour abattre les drones au-dessus de la Pologne ont tiré des missiles. Chacun des missiles qui ont été tirés valent, je ne sais pas moi, 1 à 5 millions d'euros. Le drone, lui, il vaut entre 50 000 et 100 000 euros. Et ça, c'est fondamental, si vous voulez. On produit des missiles très performants, avec des missions différentes sur le plan militaire, vous voulez, mais ces missiles coûtent des millions et des millions d'euros, et le drone, lui, peut coûter jusqu'à, je ne sais pas, 100 000 euros, 50 000 euros, voire moins. D'où l'importance d'avoir une industrie des drones. Voilà. Je voudrais tout de même dire en incidente que toute la question que vous posiez au début, qui est celle de qu'est-ce que veulent nous montrer les Russes, et à laquelle Jean-Marie a répondu en disant les Russes veulent nous intimider et nous dire il n'est pas exclu que nous nous emparions à titre de, comme ça, même transitoire, pendant quelques heures, d'une portion de territoire d'un État balte. Ce n'est pas exclu. Et vous verrez bien à ce moment-là que ce n'est pas l'article 5 de l'OTAN qui vous protège, donc ça ne sert à rien l'OTAN, donc il faut supprimer l'OTAN et séparer l'Europe des États-Unis. Donc on peut penser qu'ils ont ce calcul-là. On peut aussi penser que leur cible n'est pas militaire et que leur cible ne s'adresse pas aux gouvernants. La cible, me semble-t-il, de Vladimir Poutine, à travers ses campagnes, c'est de répondre très exactement à la posture politico-stratégique qui est la nôtre dans cette affaire. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, et donc les opinions publiques ne doivent pas s'inquiéter. Nous aidons un pays à faire face à une agression russe. C'est différent. Et c'est permis par le droit international. Donc ça, c'est notre posture. Poutine veut nous dire non, vous vous trompez, vous êtes en guerre avec la Russie. Et d'ailleurs, les Russes disent nous sommes en guerre avec l'OTAN. Et comment vous faites pour lutter contre ça? Eh bien, il faut en convaincre les opinions publiques européennes. Il faut convaincre les opinions publiques européennes que notre posture n'est pas tenable et qu'il y a un moment où, au fond, le risque est celui d'un affrontement direct avec les Russes. Et ce risque, les opinions publiques européennes, selon les Russes, ne veulent pas le prendre. Et la classe politique européenne en est bien consciente, d'ailleurs. Or, le soutien, il est lié. Il y a des élections périodiques. À chaque fois, cette question va se trouver posée d'une certaine manière. Et la stratégie des Russes, c'est de casser les opinions publiques européennes. Alors, ils ont essayé avec le nucléaire, en disant, attention, on va franchir cette étape-là. Ça n'a pas marché. D'une certaine manière, ça nous a intimidés. Ça a intimidé Joe Biden, et nous aussi. Et nous avons limité l'aide que nous apportons à l'Ukraine. Et nous continuons à la limiter. Nous aurions pu répondre, par exemple, en doublant notre aide militaire à cette vague de gesticulation militaire ou d'intimidation auquel on vient d'assister. Tout ce que vous avez mentionné au début, on aurait pu dire ça. Il y avait des réponses, on avait des réponses très fortes aussi. Donc, il y a toujours cette intimidation. La Russie nous défie. Elle dit, nous allons faire craquer les opinions publiques européennes et vous allez être obligés de diminuer votre soutien à l'Ukraine. Et j'en veux pour preuve, pour en revenir à ce qu'expliquait Jean-Marie, à ce qui s'est passé en Pologne. Les Polonais ont dit, le franchissement, le viol de la frontière de l'espace aérien polonais par ces drones a été doublé dans les jours avant et dans les jours qui ont suivi
d'une campagne de désinformation russe sur les réseaux sociaux polonais comme on n'avait jamais vu, et qui avait pour objet de dire « la guerre a commencé ». Et ça marche. Il y a en ce moment, dans l'opinion publique polonaise, un sentiment très fort anti-ukrainien, pour des raisons économiques, sociales et de menaces militaires de la Russie. Et ça marche. Donc, vous voyez, on a cumulé dans une seule opération, alors une partie de ce que disait Jean-Marie, menace de guerre, et une partie de désinformation pour ébranler les opinions publiques européennes. Et si on prend le cas polonais, eh bien on dirait, oui, ça marche, ça marche. Le PiS, le parti qui est le PiS, le parti de droit et de la justice, qui était anciennement au pouvoir, mais qui a quand même gagné les présidentielles, a gagné les présidentielles sur un thème anti-immigration ukrainienne. Ça marche. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de monde venant d'Ukraine en Pologne. Des millions. Donc on rencontre aussi les composantes habituelles d'un problème d'immigration quand il y a un nombre important d'immigrés. Avant de revenir sur ce que vient de dire Alain, je fais une petite incidente pour revenir à l'absence d'industrie de drones, notamment en France. Je me souviens d'une période, c'était à la hauteur, à peu près au moment du 80e anniversaire de la naissance de l'armée de l'air, qui avait donc des démonstrations sur une base militaire, et il y avait quelques drones, qui étaient des drones beaucoup plus costauds, c'était des mini-avions, plutôt que des drones tels qu'on les voit maintenant dans le ciel ukrainien notamment, et tels que les drones font la guerre, se sont substitués en quelque sorte à l'artillerie dans la guerre sur le terrain. Et la France était objectivement très en retard. Il y avait de très beaux avions qui étaient là, mais en drone, il y avait 1 ou 2 drones comme cela, qui étaient des avions en miniature, mais on n'avait pas du tout pris la mesure encore de ce qu'allaient devenir les drones, et on était même en retard par rapport à ce qui se faisait. À preuve le fait que dans les opérations au Sahel, qui ont été déclenchées et qui avaient permis de stopper d'ailleurs l'avancée des djihadistes vers Bamako, la France a eu besoin de drones tueurs, enfin de drones qui pouvaient tirer. Et il faisait appel à des drones américains venant de l'armée américaine, comme on faisait appel d'ailleurs à des avions ravitailleurs ou à des avions de transport américains pour que le corps expéditionnaire, entre guillemets, français, qui était venu là à la demande du gouvernement malien à l'époque, puisse opérer normalement. Donc déjà, on avait ce temps retard. Et par ailleurs, pour prolonger ce que disait Alain sur l'objectif de Poutine, qui est en effet de faire éclater l'Union européenne, il a malheureusement un allié dans la place qui est Donald Trump. Parce que Donald Trump, regardons comment il se produit, comment il se déploie, il multiplie les menaces verbales non suivies d'effets vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce que Poutine m'a déçu, parce que, oh là là, il faudrait pas que je découvre qu'il se moque de moi, je suis très déçu par Vladimir Poutine, etc. Et puis, dans la réalité, je vais peut-être prendre des sanctions, son économie va plonger, et puis dans la réalité, rien ne suit. En revanche, ce qui suit, c'est des opérations anti-européennes, sonnantes et trébuchantes en quelque sorte, puisque ça a consisté à monter des droits de douane contre les pays européens, notamment contre la France, mais pas seulement, contre l'ensemble de l'Union européenne, et ça consiste aussi à aider tous les mouvements d'extrême droite du vieux continent, ce que faisait déjà Poutine, mais là, les États-Unis le font avec une force encore plus grande. Et donc, on encourage l'AfD en Allemagne, on encourage Farage en Grande-Bretagne, qui est la renaissance de l'extrême droite britannique. On est aux petits soins pour Mélanie, dont une partie du gouvernement est ouvertement pro-Poutine. Je pense à la ligne de Matteo Salvini, et ainsi de suite. Et puis on fait l'éloge de Viktor Orban, ainsi de suite. Donc il y a cette conjonction-là qui est dramatique, absolument dramatique. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y aura un réflexe salvateur aux États-Unis, ou bien est-ce que les États-Unis vont se laisser entraîner comme ça dans cette logique que déploie Donald Trump et qui consiste constamment à favoriser Poutine? Le dernier exemple en date étant la rencontre en Alaska, où on s'attendait à ce que Trump obtienne un cessez-le-feu de la part de Poutine, où non seulement il n'a rien obtenu, mais Poutine a monté d'un cran ou de 2 crans, si cela était possible, les bombardements, y compris les bombardements sur Kiev, au point qu'on a l'impression d'être
pas loin de la bataille d'Angleterre, à certains égards. On est malheureusement obligé d'intégrer ce facteur qui est au fond, comme l'avait dit Angela Merkel lors du premier mandat de Donald Trump, qui est une vraie trahison des Américains vis-à-vis des Européens. Et les Européens sont donc attaqués sur deux flancs, un côté russe et un côté américain, toute proportion gardée avec des attaques de forme et de nature différentes. Mais l'économie européenne est frappée par les États-Unis via les mesures que prend Trump. La Russie n'est absolument pas frappée en quoi que ce soit par l'attitude des États-Unis. Un mot de conclusion, Alain Frachon ? Je crois qu'il y a une évolution, au moins dans la rhétorique de la position de Donald Trump. Et je pense que là, il faut rendre justice à ce qu'ont fait le chancelier Merz, le Premier ministre britannique et Emmanuel Macron. Je pense que c'est sous leur pression, avec la manière qu'ils ont eu de le prendre, qu'il a évolué et qu'il a commencé à comprendre que Poutine se moquait de lui. Ils ont frappé au point clé de l'homme Trump, c'est-à-dire la vanité, et qu'il a fait ces temps-ci, et de manière assez répétée, ces dernières 48 heures au moins, des déclarations anti-russes et défendant la thèse que c'est bien les Russes qui ont agressé l'Ukraine et c'est les Russes qui doivent se retirer et l'Ukraine n'est pas en train de perdre la guerre, mais même peut-être elle pourrait récupérer une partie de son territoire. Bon, c'est très nouveau chez lui. Je pense, moi, un peu comme Jean-Marie, je me méfie de ce virage rhétorique parce que je pense qu'il masque une évolution qui était prévisible et dont nous avons parlé sur Slate depuis le début, Hélène, c'est qu'il se retire peu à peu de ce dossier. Il se retire de ce dossier. C'est-à-dire qu'il veut bien que l'Europe continue à armer l'Ukraine, mais c'est l'Europe qui paye. Et par exemple, il avait une possibilité de répondre, au lieu de faire ces phrases de matamor, nous on aurait tiré dedans, il avait une possibilité de revenir sur une décision qu'il a prise il y a 15 jours, qui était de cesser de financer l'aide militaire que l'OTAN apporte à la Lituanie, par exemple. Donc les États-Unis ont décidé que c'était aux Européens de prendre en charge ça. Il aurait pu dire, pour intimider Moscou, non, on ne va pas cesser, on va revenir sur cette mesure, on va mettre de l'argent encore et le contribuable américain va participer à l'effort de guerre avec les Européens. Non, je crois qu'il est en train de bouder comme un adolescent qui se rend compte qu'il s'est trompé et qu'il va se retirer et que le dossier ukrainien va très largement reposer sur les épaules de l'Europe dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc en attendant, on n'a pas grand-chose à faire d'autre que de le flatter pour essayer qu'il évolue et donc lui décerner des titres de grand président, de plus grand président de l'histoire des États-Unis, ainsi de suite. Ça me fait penser au temps de Louis XIV, quand Lully écrivait des ballets pour le roi, c'était entrecoupé de séquences où il y avait un chœur qui chantait Louis, Louis, Louis. Et c'était indispensable si on voulait que la pièce soit acceptée par la cour et ensuite puisse être jouée. Donc nous c'est la même chose. Il faut que nos dirigeants, Donald. Les Anglais ont délégué le roi Charles III pour le faire de façon très. L'art et la manière des Britanniques d'utiliser la couronne, c'est absolument remarquable parce qu'on pouvait pas être plus flatté que Trump n'a été flatté dans ce séjour. Et il va falloir hélas continuer dans cette voie pour essayer d'arracher à Trump l'envie de basculer totalement, non pas dans la position Ponce Pilate qui se profile, mais au-delà dans une position d'allié objectif ou d'aide objective à Vladimir Poutine. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Et en attendant, avant ça, vous aurez en début de semaine prochaine un édito politique de Jean-Marie Colombani. À bientôt. Merci Hélène, à bientôt. Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.